Maintenant, on va passer au XXe siècle, qui est une période encore plus compliquée que le XIXe siècle en littérature, puisque les mouvements n'ont plus de réelle importance, on va dire. Certains auteurs ont des œuvres très personnelles. En même temps, il y a des choses dans l'histoire qui se sont passées, qui ont provoqué de grosses pertes, qui ont provoqué de grandes conséquences. On pense voilà, les Première et Seconde Guerre mondiale. Il y a eu beaucoup de choses, de changements politiques, de changements de pensée, de changements philosophiques, de modernité. Voilà, c'est un siècle bouleversé. Et donc, dans ce siècle bouleversé, on va avoir énormément de littérature très différente. Et c'est pour ça qu'on va être un peu schématique pour le XXe siècle. C'est parce que c'est dur de faire autrement. Donc, en particulier, on va commencer de manière un peu arbitraire par Marcel Proust, qui se définit pas tellement au sein d'un mouvement littéraire. En fait, lui, il va écrire au début du siècle, et il va écrire toute une suite de romans. Et la suite de romans s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Et donc en fait ça va être une sorte d'écriture autobiographique où Proust va essayer de raconter au fur et à mesure sa vie en changeant le nom des personnages pour rendre ça un peu plus fictif. Et puis il va essayer de réfléchir au rapport entre l'homme, le temps, l'art, la beauté. Voilà. Et en réalité, c'est tout un cycle de romans qui pose ces questions continuellement, qui pose la question des rapports des hommes entre eux, de l'éducation, de comment réussir sa vie en fait. C'est quelque chose de très à part, c'est un monument de la littérature française, mais ça se laisse vraiment pas définir, c'est vraiment particulier. Ensuite, ce dont on peut parler au XXe siècle, c'est la littérature de guerre. Parce que, bon, la Première Guerre arrive, la Seconde Guerre mondiale arrive aussi après. Ça se cantonne plus à la Première Guerre mondiale parce que les récits de guerre, c'est plus pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la débâcle, les combattants français n'ont pas beaucoup combattu au début. Après, il y a eu la résistance, mais voilà. Donc, la littérature de guerre, on peut par exemple penser à Henri Barbusse qui a écrit le roman Le Feu. Et là-dedans, il va décrire justement l'horreur de la guerre, l'horreur des tranchées, l'horreur des obus, l'horreur des bombes, de la mort, du froid, des choses comme ça. En fait, c'est pas vraiment un mouvement, mais c'est une sorte de genre de roman qui va émerger au fur et à mesure du XXe siècle. Et c'est surtout ces romans-là qui vont obtenir le prix Goncourt ou d'autres prix littéraires à ce moment-là, parce qu'ils posent des mots sur un vécu traumatique qu'a partagé la majorité des gens. Après ça, on a le surréalisme, qui est né pendant l'entre-deux-guerres. Et le surréalisme, c'est quelque chose de très particulier en fait. C'est pas vraiment un mouvement littéraire, encore une fois, c'est un mouvement artistique européen qui se développe au fur et à mesure. Une figure emblématique du surréalisme, c'est Dali, en fait, le peintre Dali qui va explorer l'inconscient, qui va explorer les rêves, qui va faire des choses qu'on peut trouver amusantes mais qui en réalité sont très profondes. Et en France, en fait, on va avoir des poètes surtout, parce que les surréalistes français rejettent totalement le roman. Et donc on va avoir des poètes comme Paul Éluard qui va faire des recueils de poèmes surréalistes comme Capitale de la douleur. Et on va avoir d'autres auteurs comme André Breton qui, eux, vont réfléchir à plusieurs formes d'écriture. Breton, lui, il va développer le concept d'écriture systématique où en fait il rentre dans un état de transe et il écrit au fur et à mesure de la plume. C'est surtout André Breton qui écrit le manifeste du surréalisme, qui édicte les codes du surréalisme. En fait, c'était plus une école qu'un mouvement littéraire. On va dire qu'il y avait un groupe d'écrivains qui respectaient les règles édictées par André Breton. Après le surréalisme, on peut aussi penser à l'existentialisme. Alors ça, c'est très particulier, mais pendant un certain temps, ça a été au programme de première. Donc je me dois d'en parler un petit peu. L'existentialisme, à l'origine, c'est un courant de pensée philosophique très précis qui réfléchit à l'homme et à son existence dans le temps, son rôle dans son action, savoir si on peut être maître de sa vie ou pas, ou si... voilà. La figure de proue de l'existentialisme en France, il y en a une seule, c'est Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre a écrit donc des ouvrages d'ordre philosophique, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans le champ littéraire, c'est surtout ses pièces de théâtre. Il y en a une en particulier qui est assez connue et qu'il faut connaître, c'est Huis clos, où en fait il va détailler sa pensée philosophique au sein de cette pièce de théâtre et dire qu'en fait on est condamné à être libre. C'est très particulier cette chose-là, mais en gros Sartre va dire qu'on refuse notre liberté, le fait qu'on puisse faire tout ce qu'on veut,
en bien comme en mal, pour être dans un certain confort. Et justement dans huis clos est un huis clos, donc c'est dans une pièce fermée, les personnages sont isolés du reste du monde. Il y a toute une réflexion autour de la porte de la maison qui est fermée, qui ne va pas ouvrir, qui n'arrive pas à ouvrir, etc. Sauf qu'à la fin de la pièce, on se rend compte que la porte, elle était ouverte depuis le début, et que les personnages ont nié que la porte était ouverte. Donc en fait, ils ont préféré être enfermés dans leur confort plutôt que d'ouvrir la porte vers l'extérieur. Sartre, c'est aussi des romans. Il a écrit La nausée, par exemple, où le narrateur se rend compte que l'existence n'a aucun sens. Et il essaye de naviguer là-dedans et de réfléchir au sens de son action, au sens de sa vie. Voilà, ça va être en particulier ça, l'existentialisme. Après, donc, le surréalisme et l'existentialisme, vient logiquement l'absurde. L'absurde qui est, encore une fois, un courant de pensée philosophique qui trouve un moyen d'expression dans la littérature. L'absurde, on va d'abord voir l'écriture de Camus, d'Albert Camus, donc qui écrit lui aussi des ouvrages de philosophie, mais qui va écrire des pièces de théâtre, qui va écrire des romans qui traitent de l'absurde. Et en fait, l'absurde, c'est le fait de dire que comme le monde n'a aucun sens, la façon de penser des hommes n'en a pas non plus. Et en fait, on est dans l'escalade des incohérences. Voilà, on ne sait plus où aller, on ne sait pas quoi faire. Ce qu'on pensait être bien, en fait, c'est pas forcément bien. Ce qu'on pensait être mal n'est pas forcément mal non plus. Voilà, on est dans le flou total. Et Camus, lui, il a écrit un roman particulier qui est très connu, qui s'appelle L'Étranger. Et justement, dans le roman L'Étranger, ce qui est connu, c'est le début du roman, l'incipit, où il va dire « aujourd'hui maman est morte » ou « peut-être hier, je ne sais pas, cela n'a aucun sens ». Justement, voilà, c'est un personnage qui est en décalage total avec le monde qui l'entoure. Il ne sait pas quoi faire, il vit dans l'absurdité. Et en vivant dans l'absurdité, il devient lui-même absurde. À la fin, il finit par tuer un personnage et par tuer quelqu'un sur une plage. Il a un procès et lorsqu'on lui demande de se justifier, il dit quelque chose d'absurde, c'est qu'il l'a tué parce que le soleil l'aveuglait. Et il est incapable de donner une autre explication que ça. Voilà, donc on est dans l'absurde. L'absurde, bon, c'est assez fataliste chez Camus. Il y a d'autres auteurs qui prennent ça un peu plus à la rigolade, notamment dans le théâtre de l'absurde. On va trouver ça chez Samuel Beckett, qui est un auteur irlandais qui va écrire en France, il écrit en français aussi, qui va écrire des pièces donc du théâtre de l'absurde, c'est-à-dire qu'il va réfléchir sur l'impossibilité de communiquer entre les personnages, les attentes de choses qui n'arrivent jamais, etc. Donc chez Beckett, on a la pièce connue En attendant Godot, et en fait c'est deux personnages qui se retrouvent sur scène, qui racontent n'importe quoi. Ils n'arrivent pas tellement à aller dans un sens ou dans un autre. Ils attendent quelqu'un, ils attendent Godot, mais on ne sait pas qui c'est et le personnage n'arrive jamais sur scène. Et la pièce se termine alors que les deux personnages restent au même endroit qu'au début. Donc voilà, il y a des explications comme quoi Godot ce serait Dieu, parce qu'en anglais God ça veut dire Dieu, mais on n'est pas sûr, on ne sait pas, voilà. On est dans le flou artistique encore une fois. Et un autre auteur qui fait du théâtre de l'absurde en France, assez connu aussi, c'est Eugène Ionesco. Et lui, il va écrire des pièces, pour le coup, vraiment drôles, mais qui jouent sur le malaise entre ce qui est drôle et ce qui fait peur, et voilà. Il a écrit une pièce qui s'appelle La Leçon, où il y a un professeur particulier qui donne une leçon à une jeune étudiante, et en fait, il finit par la martyriser au fur et à mesure jusqu'à la tuer. Et il y a quelque chose de cyclique où en fait il tue chaque élève qu'il rencontre. En fait la pièce commence avec une élève qui arrive pour une leçon, il finit par la tuer, il jette son cartable sur une pile de cartables dans le fond et il y a une autre élève qui arrive à la fin. Il y a beaucoup de cycles chez Ionesco, de cycles de l'absurdité, de personnages qui n'arrivent pas à communiquer entre eux. Il y a aussi une pièce qui s'appelle La cantatrice chauve de Ionesco. Et cette pièce, elle s'intéresse à la parole formatée, à la parole habituelle, la parole qui est automatique. En fait, Ionesco, sa langue maternelle, c'est pas le français, il a appris le français au fur et à mesure. On peut penser qu'en écrivant La cantatrice chauve, dont le titre est très décevant d'ailleurs parce qu'il n'y a pas de cantatrice chauve sur scène, quand il a écrit ça, c'était pour dénoncer, on va dire, les formes d'apprentissage automatique, parce que les personnages disent des choses basiques, ne disent rien de particulier
et ne se parlent pas les uns les autres. Il y a quelqu'un qui va parler, puis il y a quelqu'un qui va prendre le relais, mais en fait ils n'arrivent pas à communiquer, ils disent des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est parler de ça. Et donc tout ce qu'il y a donc de l'absurde dans le roman comme dans le théâtre, on peut imaginer qu'en fait c'est les deux guerres mondiales qui ont provoqué cette remise en question-là de la communication entre les hommes. Parce que est-ce qu'on peut vraiment parler de possible communication entre des hommes après un événement aussi grave que la Seconde Guerre mondiale? Donc voilà, c'est ce genre de réflexion qui commence à se mener à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Et enfin, je vais parler de quelque chose de très particulier, mais qui commence à être de plus en plus étudié en tant que tel, c'est le nouveau roman. En fait, le nouveau roman, comme son nom l'indique, est une forme de roman renouvelé. On va prendre les formes du roman traditionnel, en particulier le roman du 19e, et puis les auteurs du nouveau roman vont apporter des réflexions critiques là-dessus. Je pense particulièrement à Alain Robbe-Grillet ou à Nathalie Sarraute, qui sont deux auteurs, mais aussi deux critiques et théoriciens, qui vont dire que le lecteur a fini d'être dupe. Plus personne n'est dupe. On sait très bien qu'un personnage, c'est beaucoup trop caricatural par rapport à la vraie vie. Un homme ou une femme, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a dans les livres. Puis la vie, dans tous les cas, elle n'est pas comme ça. Donc ils vont réfléchir à des formes nouvelles de romans. Robbe-Grillet, lui, il va essayer de faire des sortes de démonstrations de ses théories dans ses romans. C'est des romans assez particuliers, par exemple La jalousie, où il y a un homme qui va se confondre avec une fenêtre en épiant sa femme. Voilà. Il y a Nathalie Sarraute qui, elle, va écrire des romans et aussi du théâtre, où elle va essayer d'effacer le rôle du narrateur. Donc en fait, c'est un roman où il n'y a pas de narrateur. On ne raconte pas d'histoire. C'est des romans constitués uniquement de ce qu'elle appelle la sous-conversation. En fait, on va imaginer toute une réalité et une vie psychologique en deçà de la vie réelle. Et en fait, quand on la lit, la participation du lecteur est obligatoire parce qu'on essaye de se projeter, de s'imaginer dans la tête du personnage qui pense ou qui dit cela. Et en fait, on va essayer de voir les mécanismes qui sous-tendent le réel. Voilà, c'est très particulier aussi. Ensuite, on a également Michel Butor qui, lui, écrit des romans pareil avec des contraintes particulières. Il va écrire la modification uniquement à la deuxième personne du pluriel. Il va réfléchir à des choses, à des formes de romans nouvelle. Et enfin, on va avoir Marguerite Duras, qui est pour une part liée au nouveau roman et pour une autre, c'est une autrice tout à fait indépendante, qui elle va écrire avec un style très oral, sans réel souci de la correction syntaxique, grammaticale, etc. En fait, ça va être un style très vif, un style très proche de la parole parlée, du vécu immédiat, on va dire. En fait, le nouveau roman, ça ouvre la porte à toutes les nouvelles formes romanesques de l'autobiographie avec des formes de prise de parole très particulières, avec des essais d'écriture technique. Aussi, au XXe siècle, on a quelque chose qui s'appelle l'Oulipo. C'est un groupe d'écrivains, de scientifiques, de poètes, voilà, qui cherchent à se donner des contraintes dans l'écriture. Donc, Oulipo, ça veut dire ouvroir de littérature potentielle, c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à travailler, à écrire d'une façon particulière. On va par exemple se contraindre à ne pas utiliser une lettre, comme Georges Perec qui écrit La disparition et qu'il écrit un roman sans aucun mot avec la lettre E dedans. Bon, Michel Butor, en fait, écrire le roman à la deuxième personne du pluriel, c'est aussi une forme d'Oulipo, mais pas vraiment. Il y a des auteurs comme Queneau, en fait, aussi, qui vont s'intéresser à ces formes-là, qui va faire des exercices de style, où en fait, il va raconter une même histoire dans un style très différent à chaque fois, avec des figures de style particulières. Donc en fait, il y a des variations sur un même thème chez Queneau. Il y a des auteurs comme ça, il y a des techniques d'écriture aussi où on va prendre... c'est Queneau aussi qui écrit il réécrit La cigale et la fourmi de La Fontaine, mais en prenant 3 mots suivants dans le dictionnaire. Donc en fait, il ne va pas écrire la cigale et la fourmi, il va écrire la simèse et la fraction. En fait, il va réécrire tout le texte en prenant des mots suivants dans le dictionnaire. Donc voilà, il y a un amusement autour de la littérature. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je te laisse laisser un like et pourquoi pas t'abonner au compte d'Edmond sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo.